avait des trucs, comme ici, il avait pris, comme ils ont dit, ils auraient gelé. Ils avaient même dit, j'ai entendu des inepties, que l'argent qu'il avait placé en Amérique, l'argent du pétrole, bon, il y avait un ministre chargé de gérer, il avait même dit à Biya, surtout ne touchez pas à cet argent, c'est l'avenir du Cameroun. Ne touchez pas parce qu'il y a la crise qui est arrivée. Donc ça va vous sauvegarder pour le Cameroun. Non seulement c'était parti, le ministre, bon, je ne me rappelle plus lequel était parti, mais les Camerounais ont trouvé le truc, on a laissé que la clé, les clés soi-disant du coffre. La signature de ce qu'il avait signé en Amérique. Qui c'est qui avait cette signature? Est-ce que c'est sa femme? Parce que si on n'avait pas la signature, les autorités camerounaises n'auraient pas pu y toucher. Mais c'est tellement inepte. Vous démissionnez, vous prenez les choses de l'État, vous partez avec la signature. C'est tellement rigolo que moi je ris quand j'entends parler de ça. J'ai dit, mais si j'avais cette signature, j'aurais été signé pour prendre. Mais tout ce qu'il a laissé, il les a laissés au Cameroun. Ahidjo a rendu le pays riche. Ahidjo s'est préoccupé des habitants du Cameroun, du peuple camerounais. Il avait fait des histoires des agriculteurs, il avait prévu tous les secteurs, il avait fait le plan quinquennal avant de partir, les routes, le machin, il avait tout fait. Et Bois a laissé des preuves du reste qu'ils avaient tout fait. Sauf qu'il a oublié lui, se servir. Parce que lui, le service de l'État, servir l'État, c'était servir le pays. Ce n'était pas se servir. Et je vous avoue que moi aussi, je pensais que la même chose. Je ne pensais pas qu'il pouvait en être autrement. J'aurais voulu, j'aurais souhaité qu'il soit parti avec beaucoup d'argent. Sincèrement, maintenant, je l'aurais souhaité. Parce qu'à l'époque, j'imaginais que c'était comme ça. Ahidjo était fait pour gérer, pour servir le pays, et non pour se servir. Il a oublié de se servir. Voilà. C'est tout ce que je peux dire. Quand on est arrivé à Dakar, je vais vous dire même la solution. En fait, on avait un petit immeuble ici, comme je venais à Dakar souvent, qui était mis en vente. C'était même par Sissoko qu'on avait su. Et il m'avait dit, va voir, est-ce que ça vaut le coup. À l'époque, il y avait tellement de coups d'État, tout ça là. Et j'avais vu ce petit immeuble qui avait 3 étages. Et il y avait une école pas loin, un lycée pas loin. Il y avait un jardin d'enfants pas loin. Je lui ai dit, ça vaut le coup, comme c'est vraiment bien donné, ça vaut le coup de prendre, on ne sait jamais. Ce qui peut arriver, je peux me retrouver là avec les enfants, les petits-enfants. Bon, on a pris cet immeuble, il l'a acheté, n'est-ce pas? Et il a demandé à Senghor l'autorisation de faire 2 étages. On a donc transformé le petit immeuble, on a fait 5 étages. C'est de ça qu'on a hérité. Il avait des biens immobiliers, mais pendant... Vous savez, un chef d'État, il est correctement payé, même si un chef d'État africain en général, et au Cameroun en particulier, n'a pas un salaire très élevé, mais il n'a quasiment pas de frais. Donc pendant les 25 ans qu'il a passé au pouvoir, il a fait des économies. Il les a placées. Bon, c'est pas sa fortune apparente en tout cas ne dépasse pas ce qui peut avoir été acquis de cette façon. Et il était c'était un homme très rigoureux. Et il est arrivé d'ailleurs, je cherche des exemples, mais il est arrivé des moments où il n'était pas d'accord avec sa femme, qui estimait qu'il aurait dû trouver un peu plus de... Je ne sais pas par quel moyen, mais il y a des moyens où elle pensait qu'il aurait pu mettre un peu plus d'argent de côté, et puis il considérait que ce n'était pas des moyens très rigoureux, et il s'opposait. Ce que j'en sais, c'est qu'Ahidjo avait de quoi vivre. Mais qu'il ait ramassé des milliards et des milliards, je l'ai vu vendre certains appartements qu'il avait. J'ai vu vendre, et j'ai vu sa famille vendre à sa mort
certains appartements qu'ils avaient. Est-ce que quand on est riche à milliards, on vend son patrimoine? Il avait, de son vivant, de quoi vivre, c'est vrai. C'est exact. Il était à l'aise, il n'était pas pauvre. Mais les milliards dont on parle, vous savez que sur les revenus du pétrole, on a dit Ahidjo a mis tout le compte à l'extérieur. C'est vrai qu'il ne voulait pas que ce soit impliqué dans le budget général afin qu'on ne le dilapide pas. Mais le compte à l'extérieur, c'était au compte au nom de la République du Cameroun. Il ne pouvait pas y toucher, il ne pouvait pas en faire son affaire, il ne pouvait pas avoir d'enfants. C'était au Cameroun. Ça appartenait au Cameroun. C'est le Cameroun qui en a hérité, comme c'est normal. Alors les gens confondent ces fonds placés à l'extérieur au nom du Cameroun avec le fait que ces fonds appartiendraient à Ahidjo. Si ça lui appartenait, évidemment, on pourrait dire qu'il a des milliards, des milliards, des milliards. Ce qui n'est pas le cas. Ce push manqué et ses conséquences relancent le débat sur les raisons réelles du départ du président Amadou Ahidjo. Beaucoup se posent la question de savoir s'il est véritablement parti de son propre chef. Non, il n'a pas eu une envie de... Vous savez comment il est parti du pouvoir, qu'il aurait pu rester, que contrairement à ce qu'on raconte, ses médecins n'ont pas dit de partir du pouvoir, on lui a dit de soulager un peu son travail, de déléguer plus et de se reposer davantage. S'il est parti, c'est parce qu'il considérait qu'on ne fait pas semblant et qu'il n'y a pas lieu de s'accrocher au pouvoir quand le pouvoir peut... De toute façon, il doit passer à quelqu'un d'autre. Autant le faire quand on ne peut plus l'assumer totalement. Ça, ce n'est pas un homme de demi-mesure. Il aurait pu rester. Par conséquent, quand on parle librement, la nostalgie, je n'y crois pas beaucoup. Par contre, voir le Cameroun ne plus aller faire une marche en avant, ne plus aller dans le sens que lui souhaitait, dans le sens du développement et de la cohésion nationale, ça le faisait sourire énormément. Alors là, peut-être, s'est-il dit, si j'avais été là, peut-être aurais-je dû rester là, mais non pas dans le but de revenir au pouvoir. S'il a eu un regret de ne pas être là, ce serait certainement ce constat-là, mais pas un désir de revenir. J'ai rencontré, longtemps après, lorsqu'il était réfugié en France. Nous avons parlé. Il m'a dit qu'il y était pour rien. Mais je m'en rapporte à ce qu'il m'a dit, parce que j'avais quitté le Cameroun depuis très longtemps. Je pense qu'il a essayé de revenir au pouvoir et qu'il a échoué. En 1984, Amadou Ahidjo, qui avait une maison à Dakar et qui entretenait d'excellentes relations avec l'ancien président Léopold Sédar Senghor et son successeur Abdou Diouf, trouve asile au Sénégal. Il s'y installe avec son épouse et ses filles. En même temps que les autorités de Yaoundé s'emploient à bannir son nom de tous les édifices nationaux, commence une importante purge du régime. Les proches ou supposés de l'ancien président sont écartés des affaires et des postes importants. Il règne un climat délétère dans la capitale camerounaise. Un climat dans lequel les officiers et cadres originaires du Nord vont payer le prix fort. C'est par centaines qu'on les envoie discrètement à la mort ou dans les prisons. C'était les gens du Nord qui étaient à la militaire, qu'ils voulaient qu'on commençait à dégommer pour mettre les leurs. Le putsch a démarré comme ça. On-t-il trouvé des civils qui déjà commençaient à sentir que ça sentait le roussi, sont rentrés dedans. C'était l'enfer, la suspicion. Vous ne pouviez plus rencontrer quelqu'un. Il y en avait qui étaient pour, il y en avait qui étaient contre. Vous ne pouviez pas être neutre. On vous soupçonnait, même si vous ne disiez rien, on vous soupçonnait toujours. Mais de toute manière, moi, je suis partie sur la lancée, la première lancée, à savoir soutenir les nouveaux venus. Dakole Daïsala, qui à cette période est le directeur général de la Société des transports urbains du Cameroun, la SOTUC, fait partie des victimes de cette chasse aux sorcières. Ça s'est passé le 6 avril. Moi, j'ai été arrêté le 10 avril 1984. Je n'ai pu sortir de prison qu'en avril 1991. 7 ans de prison sans jugement ni inculpation. Simplement, parce que j'avais, disons, deux problèmes entre guillemets. Premièrement, je suis homme du Nord. Deuxièmement, j'étais
responsable d'une société. Alors donc, en tant qu'homme du Nord, je ne pouvais pas échapper. Et je ne pouvais pas échapper, encore moins échapper, en tant que responsable d'une société, et tous les chasseurs de poste étaient à l'affût. Donc, dans la foulée, tous les directeurs généraux des sociétés originaires du Nord étaient arrêtés. Ce jour-là, des amis du Sud, des militaires, des officiers supérieurs, parce que ce n'est pas tout le monde qui était emporté par ce vent de folie. Je continuais à aller à mon bureau, parce que j'étais responsable de la Société des transports urbains du Cameroun. Il fallait donc continuer à encadrer mon monde et tout ça. Jusqu'au moment où un officier supérieur, originaire du Sud, est venu me dire, cher ami, tu sais, comme les dérapages sont tels, vaut mieux rester chez toi. Qu'on vienne t'arrêter chez toi, au moins ta famille ou les voisins seront témoins. Parce que dehors, on peut très bien prendre n'importe qui pour loger une balle dans la tête et prétextant d'une balle perdue. Ils ont trouvé chez moi des sacs de riz, des provisions pour la famille. J'ai une grande famille, cher ami. Et Dieu merci, j'ai la possibilité de ne pas vivre au jour le jour. Alors forcément, moi qui appartiens à la civilisation des greniers, j'ai la notion de provision. Je ne vis pas au jour le jour. Moi, mon éducation de base ne m'y incline pas. Alors on dit, mais oui, mais pourquoi il y a ce stock de riz et de poissons séchés ou de je ne sais pas quoi. Donc vous nourrissez les pushistes. Alors, vraiment, chers amis, je ne sais quoi vous répondre. En tout cas, c'est comme ça que j'ai toujours vécu. Si chez vous, on fait le marché tous les jours, chez moi, ce n'est pas le cas. Parce qu'on ne peut pas se le permettre. Ici, sous ce toit, il y a au moins une vingtaine de personnes qui vivent. N'oubliez pas que je suis du Sahel, je suis du Nord Cameroun. Chez nous, c'est des grandes familles. Voilà. La vie à l'européenne, nous, on ne connaît pas. Et qu'est-ce qu'ils m'ont dit? Bon, là, ils ont dit. Alors, ils ont trouvé un complet de treillis. Oui, d'où ça vous vient? Donc vous êtes poussiste. Alors, ça, vous savez très bien, chers amis, qu'avant qu'on ne supprime ça, nous, on était astreints à la préparation militaire supérieure. Bon, je suis la première promotion de ça. Alors, ça sont mes trophées de la préparation militaire supérieure. Voilà, c'est les treillis. Alors, ils ont trouvé un étui d'obus chinois. Il y avait les Chinois qui avaient vendu quelques canons à la GR. Bon, un étui vide qu'on avait pris un peu comme ornement. Je dis, mais tiens, mais ça, oui, ça doit être un truc. Je dis, mais monsieur, vous êtes officier. J'espère que vous n'avez pas usurpé ce titre-là. Si vous êtes vraiment militaire, vous savez faire le distinguo entre un obus fraîchement tiré et un étui qui provient d'un tir ancien. Bon, c'est terminé. Ils sont partis, pas de problème, on va rendre compte. Et je dis, bon, ok, on les laisse. Ben non. J'entends après que cet officier s'est fait rabrouiller en disant, non, tu aurais dû trouver quelque chose. Il dit, mais alors moi je n'ai rien trouvé, allez-y. On en va dans une autre équipe. Cette équipe, bon, non, n'ont pas cru faire dans tel, c'était les policiers cette fois-ci. On m'a amené donc au commissariat de police. Bon, alors, quand on m'arrête, bon, c'était l'amalgame était tel qu'on s'est retrouvé avec des fous qu'on a rattrapés dans la rue. On y va, oui, dans ce temps-là, il ne fallait pas avoir le faciès d'un Sahélien. Bon, il y a des fous qu'on a arrêtés, il y a des gens de l'Afrique de l'Ouest qu'on a arrêtés, des Tchadiens, mais pêle-mêle, bon, je me suis retrouvé, puisqu'on était dispersés partout. Imaginez-vous un peu, on crée une commission dite nationale d'enquête, qui conclut à un non-lieu par rapport à tous ces directeurs, collègues directeurs généraux de société. Mais non, on dit non, de toute façon qu'ils attendent. On n'a pas été libérés. Sans oublier que quand on était à la CEMIL,
On venait nuitamment extraire des dizaines d'entre nous, on les amenait en Balmayo pour les exécuter. Au milieu de la décennie 80, l'ancien président Amadou Ahidjo s'installe définitivement au Sénégal. Un déménagement forcé qui ne l'empêche pas de continuer de s'intéresser au Cameroun, sa passion. Il en souffrait beaucoup. Et il souffrait beaucoup, pas de l'exil qu'il a eu, parce qu'il disait que ça, un homme politique, c'est un homme politique. Il ne pensait quand même pas qu'il serait exilé du Cameroun. Ahidjo avait dit, il a toujours pensé à un coup d'État, on le tue, où il est gardé là-bas, mais il ne pensait pas qu'on s'en prendrait à sa famille. Parce que sa famille, il l'a toujours tenu en dehors de la politique. Hein. Ça, tout le monde peut être témoin. Ahidjo n'a eu qu'une passion dans sa vie, le Cameroun. Je l'ai vu en exercice, je l'ai vu après, quand il était en France, quand il avait quitté le pouvoir. Je l'ai vu dans les jours ordinaires, je l'ai vu les jours d'apparat, je l'ai vu au Cameroun. Il n'avait qu'une passion, qu'un souci, le Cameroun, le développement du Cameroun, l'avenir du Cameroun, le respect, qu'on respecte le Cameroun. Il y tenait beaucoup. Et tout ce qu'il a pu faire est conditionné par ces trois éléments-là. On s'est retrouvés à Dakar, bon, on a encaissé. Ahidjo a vécu dans l'amertume, si vous voulez. Je ne peux pas vous dire qu'il a vécu ça bien, il a vécu dans l'amertume, mais en plus, il apprenait que ça allait mal au Cameroun, que ça dégringolait, que le Cameroun était en train de... Je vous ai dit, il a entendu à RFI une fois, il a fait une crise de nerfs parce que le Cameroun était devenu un pays à plus haut risque que le Tchad, à l'époque, hein, et que le Cameroun était à genoux, que le Cameroun était devant la Banque mondiale, que le Cameroun était devant le FMI. C'est là, le jour-là, qu'il m'a fait sa crise de nerfs en me disant, mais comment ils ont fait? Le Cameroun pouvait vivre 10 ans sans problème avec ce que j'ai laissé parce que la crise existe depuis 1973 et on a fait en sorte pour que le Cameroun ne le sente pas. C'est ce qu'il a dit. Et c'est vrai que quand nous sommes partis du Cameroun, moi je ne sentais pas qu'il y avait la crise, que ceci, que cela. Il se mourait de savoir son pays. Il dit que tout un peuple allait souffrir parce que les gens n'ont pas su gérer. C'est ça qu'il m'a dit. Tout un pays allait souffrir parce que les gens n'ont pas su gérer. Le 30 novembre 1989, les auditeurs apprennent par les ondes de RFI la mort à Dakar de l'ancien président Amadou Ahidjo, dont les images ont disparu depuis quelques années déjà de tous les édifices des manuels scolaires camerounais. À Dakar, pendant cette semaine, elles sont nombreuses, les personnalités, les représentations diplomatiques qui se bousculent à son domicile pour lui rendre un dernier hommage. Devant le mutisme de l'État camerounais qu'avait contacté le président Abdou Diouf du Sénégal dès la disparition de l'ancien chef de l'État pour les modalités de retour de la dépouille, Amadou Ahidjo est enterré au Sénégal dans le cimetière musulman. Vous voyez, Abdou Diouf demandait, lui, il était président de la République, personne n'a demandé la dépouille. Mais les Camerounais n'ont même pas assisté. Quelques Camerounais, l'ambassade du Cameroun n'est pas venue. Le jour où le cercueil est parti au cimetière de Yoff, il est mort jeudi soir. On l'a enterré dimanche. Donc Abdou Diouf m'a dit qu'il a attendu ce vendredi, samedi, dimanche, que Biya le rappelle, comme il lui avait promis. On ne l'a pas demandé. Pourquoi vous allez justement, on n'a pas demandé pendant 16 ans, on ne l'a pas demandé. Même là-bas au cimetière, je vous dis qu'ils ont fait des tableaux là. Ils lui ont donné tout un quartier, soi-disant le quartier Amadou Ahidjo. Comme tout un chacun, hein, chacun veut que ses cendres reposent dans son pays. On dit que la mort efface tout. Au Cameroun, elle n'a rien effacé. Mais je pensais quand même que le président Biya de lui-même se serait inquiété de savoir cette famille qu'Ahidjo est sortie avec, de quoi vit-elle, comment est-elle, se serait inquiété de nous. En 1992, le vent de démocratie qui souffle sur le continent arrive au Cameroun.
Dans le contexte passionnel des élections pluralistes qui se préparent, le nom de l'ancien président Ahidjo, qui était jusque-là banni, refait surface dans les lieux publics et les meetings. De nombreux hommes politiques de l'opposition, parmi lesquels ses anciens adversaires, militent en faveur de sa réhabilitation. La même année, l'Assemblée nationale, dans un souci d'apaisement, finit par voter une loi d'amnistie en faveur